Dans le tribunal de l'Utah, un silence pesant dominait l'atmosphère. Devant le juge, un jeune homme au regard fixe et à l'expression presque inhumaine se leva pour parler. C'était Kaben Robinson, l'homme accusé d'avoir planifié et exécuté l'assassinat de Charlie, l'une des figures les plus connues et controversées de la politique américaine. À cet instant, toute l'attention était concentrée sur une seule question. Robinson allait-il implorer pour sa vie ou allait-il maintenir le calme glacial dont il faisait preuve depuis son arrestation? Ce que personne n'imaginait, c'est qu'en tentant d'échapper à la peine capitale, il dévoilerait des détails obscurs de son esprit et des coulisses du crime des secrets restés jusque-là dans l'ombre. Cette audience n'était pas simplement une étape judiciaire. Elle représentait la ligne fine entre la vie et la mort pour Robinson. Devant le public et les caméras, un affrontement direct se jouait. D'un côté, un accusé apparemment apathique, de l'autre, un système judiciaire prêt à prononcer l'une des décisions les plus lourdes qui soit condamner un jeune adulte à la peine de mort. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter dans le temps et examiner non seulement le crime en lui-même, mais aussi les signes ignorés, les messages laissés et le monde parallèle dans lequel Robinson avait plongé, bien avant que sa fantaisie ne devienne réalité. Kaben Robinson n'était pas un nom connu en dehors de cercles très restreints. À 20 ans, il menait une vie apparemment banale, étudiant, passionné de technologie, passant ses journées entre jeux vidéo et débats sans fin dans des forums numériques. Mais derrière cette façade ordinaire se cachait une agitation grandissante, nourrie par des idéologies extrêmes et une obsession silencieuse. Devenir quelqu'un d'important, par la violence s'il le fallait. Il ne se considérait pas comme un simple jeune marginal. À ses yeux, il était le protagoniste d'une grande histoire, où chaque geste était calculé avec une froideur quasi mathématique. Les premières traces de sa radicalisation sont apparues dans des espaces virtuels peu surveillés, où Robinson partageait des pensées morbides et provocatrices. Peu à peu, ces échanges montraient qu'il ne se contentait plus de fantasmer sur des attaques politiques. Il en étudiait chaque détail pour passer à l'acte. Pour lui, tuer n'était pas qu'un acte de haine, mais un dernier cri de protestation, un spectacle savamment orchestré pour secouer le pays. Et cette préparation n'était pas que verbale. Les enquêtes ont ensuite révélé que Robinson avait testé des armes, observé des routines de sécurité et même enregistré des vidéos dans lesquelles il décrivait avec une effrayante lucidité la manière dont il comptait commettre le crime. Dans l'un de ces enregistrements, sa voix posait contraste avec la jeunesse de son visage. Il n'y avait ni hésitation, ni doute, juste la certitude que son acte marquerait les esprits. La cible choisie ne pouvait pas être plus symbolique. Charlie Kauka, figure polarisante, était autant adoré que détesté. Pour certains, il incarnait la défense intransigeante des valeurs traditionnelles. Pour d'autres, un agitateur profitant des divisions et du ressentiment. Cette dualité fit de sa mort non seulement un crime, mais un événement politique d'envergure nationale, capable d'enflammer les débats et d'alimenter les théories encore en circulation sur Internet. Si l'exécution du plan semblait limpide pour Robinson, il n'avait pas anticipé la réaction de la société lorsqu'il fut capturé vivant. Contrairement aux criminels qui cherchent à se justifier ou à exprimer des remords, il resta impassible lors des premières audiences. Les témoins le décrivaient comme une statue détachée de la gravité de ses actes. Mais cela changea quand le juge annonça la réelle possibilité d'une condamnation à mort. Pour la première fois, Robinson comprit que sa mise en scène pouvait se transformer
en condamnation définitive. Et c'est à cet instant que son masque commença à se fissurer. Mais qu'est-ce qui a réellement poussé un jeune homme apparemment ordinaire à s'enfoncer dans une trajectoire aussi sombre? Les investigations ont mis en lumière plusieurs facteurs: tension familiale, isolement social, consommation excessive de contenus numériques radicaux et une étrange fascination pour la notoriété. Mais rien de tout cela ne suffit à expliquer à lui seul la froideur avec laquelle il a orchestré chaque étape. Comme s'il jouait une partie d'échecs, Robinson ne se voyait pas comme une personne, mais comme une pièce d'un spectacle, conçue pour défier les règles. L'audience à laquelle nous assistons aujourd'hui est le point culminant de tout ce parcours. Le moment où le personnage qu'il s'était créé est confronté à l'inévitable réalité de la justice. Et c'est aussi là que nous découvrons que, derrière cette apparence glaciale, se cachaient des couches encore plus inquiétantes que le crime lui-même. C'est justement ici qu'émerge la première grande révélation qui allait bouleverser la perception de tous dans la salle d'audience. En tentant de se défendre, Robinson n'a pas seulement imploré pour échapper à la peine capitale. Il a dévoilé une facette cachée de son esprit, révélant des motivations et des pensées que personne n'aurait pu imaginer. Le tribunal était bondé. Des caméras, des journalistes et les familles des victimes s'entassaient à l'affût du moindre détail susceptible de devenir une manchette. Le silence n'était rompu que par le cliquetis des claviers et les flashs discrets des appareils photo. Assis sur la chaise centrale, Robinson restait immobile, comme si le moindre mouvement pouvait être interprété comme un signe de faiblesse. Mais lorsque le juge donna la parole à la défense, quelque chose changea. Pour la première fois depuis le début du procès, il leva la tête, fixa le magistrat et commença à parler. Ses premières phrases n'étaient pas empreintes de repentir, mais de survie. Robinson parlait d'une voix ferme, bien que légèrement tremblante, demandant qu'on lui laisse la vie sauve. Il affirmait ne pas avoir pleinement conscience de ses actes, qu'il était trop jeune pour porter le poids d'une exécution et qu'il pourrait servir de sujet d'étude pour mieux comprendre ce qui pousse une personne à commettre un acte aussi extrême. Sa requête ressemblait moins à une confession qu'à une négociation. Il tentait de se présenter comme quelqu'un d'utile, même après avoir détruit une vie. Mais ce qui frappa le plus, ce ne furent pas ses arguments. Ce fut la manière dont il les formula, l'absence d'émotion sur son visage, son regard figé, la froideur calculée. C'était comme s'il avait répété chaque mot devant un miroir. Cette performance créa une atmosphère dérangeante dans le tribunal. Beaucoup comprirent que Robinson ne suppliait pas vraiment. Il jouait un rôle. Lorsque le procureur répondit, décrivant en détail la préméditation du crime, Robinson ne broncha pas. Mais il fallut que le juge évoque explicitement la possibilité de la peine de mort pour que la première faille apparaisse dans son comportement. Ses yeux tremblèrent. Sa respiration s'accéléra. C'était le moment où le masque commença à tomber. Et ce qui suivit laissa tout le monde sans voix. Plutôt que de nier les accusations, Robinson se lança dans une description de son propre processus de radicalisation. Il parla des forums où il passait des nuits entières à débattre avec des inconnus, des jeux violents qui lui servaient de répétition mentale pour l'attaque, et des fantasmes de notoriété qui grandissaient en lui comme une maladie. Avec un calme troublant, il admit avoir enregistré des vidéos et écrit des messages d'adieu, comme s'il avait déjà accepté de ne pas survivre à son propre plan. Ces révélations n'avaient jamais été partagées auparavant, même pas durant les interrogatoires. De nombreuses personnes présentes se demandèrent si Robinson tentait de manipuler l'audience ou s'il montrait, pour la première fois, un fragment authentique de sa psyché.
À chaque phrase, l'atmosphère devenait plus oppressante. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un meurtrier, mais l'exposition brute d'un esprit rongé par le besoin d'être reconnu à tout prix. Parmi les proches de la victime, le malaise était palpable. Certains se levèrent et quittèrent la salle, incapables d'écouter davantage. D'autres fixèrent Robinson avec un mélange de haine et d'incrédulité, comme s'ils espéraient encore un véritable pardon, qui ne viendrait jamais. Le moment le plus choquant survint lorsque le juge posa la question directement. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Robinson ne montra aucune hésitation. Il répondit que, dans sa vision déformée, ce crime était la seule façon de garantir que son nom ne serait jamais oublié. Dans un monde où des milliers de jeunes luttent pour attirer l'attention, il croyait que seul un acte d'une brutalité extrême pouvait le rendre important. Cette confession tomba comme une bombe dans la salle. Elle transformait le meurtre en quelque chose d'encore plus troublant. Non seulement un acte politique, mais aussi un geste désespéré de vanité. On ne pouvait s'empêcher de remarquer la contradiction. Au même moment où il suppliait d'être épargné, Robinson admettait qu'il avait pleinement accepté de mourir lorsqu'il avait planifié son crime. La salle plongea dans un silence pesant, et même le juge prit quelques secondes avant de continuer. Mais le sommet du procès n'était pas encore atteint. Avant de conclure sa déclaration, Robinson évoqua un point qui rendit l'atmosphère encore plus lourde. Il affirma qu'il n'était pas seul dans ses idées, laissant entendre qu'il existait d'autres jeunes, actifs dans les mêmes forums obscurs, partageant ses pensées. Il ne donna aucun nom. Il n'identifia aucun complice direct. Mais il indiqua clairement que son idéologie n'était pas née de manière isolée. Cette dernière révélation planait au-dessus de tous comme une ombre. Elle souleva une question dérangeante. Combien d'autres étaient en train de se former, en silence, derrière des écrans? Le dossier cessait alors d'être uniquement centré sur un individu pour devenir le reflet d'un phénomène collectif. La fabrication de tueurs en puissance dans des communautés numériques, nourries par la haine, la solitude et la promesse de reconnaissance instantanée. Le juge conclut l'audience en promettant d'analyser chaque détail avant de rendre sa décision. Mais personne ne quitta la salle comme il y était entré. Ce qui s'était dévoilé ce jour-là n'était pas seulement le désespoir d'un homme tentant d'échapper à la mort. C'était le portrait brutal d'un esprit consumé par l'obsession de rester dans les mémoires. Lorsque les portes du tribunal se refermèrent, ce fut un poids qui resta dans l'air, non pas uniquement à cause de ce qui avait été dit, mais à cause de ce qui était sous-entendu. Le meurtre en lui-même était déjà une tragédie irréparable. La douleur de la famille de la victime, la polarisation politique, l'émotion nationale, tout cela était sous les yeux de ceux qui suivaient l'affaire. Mais ce qui marqua le plus, ce fut cette prise de conscience dérangeante. L'acte commis par Robinson n'était pas un simple accident. C'était le symptôme d'un mal plus profond, qui ne disparaîtrait pas avec une sentence. Pendant que la défense tentait de dépeindre l'accusé comme un jeune homme perdu, pris dans ses propres conflits intérieurs, le ministère public le présentait comme un individu froid, méthodique et pleinement conscient de ses choix. La vérité, cependant, semblait se glisser entre ces deux extrêmes. Robinson n'était pas uniquement le produit de ses décisions. Il était aussi le produit de son environnement, la culture numérique qui l'a nourri, les bulles idéologiques qui ont renforcé ses haines, la solitude qui a transformé son obsession en destin. C'est cette combinaison qui rend l'affaire si troublante. Car si cela ne concernait qu'un jeune isolé, on pourrait respirer en le voyant condamné. Mais lorsqu'on comprend qu'ils sont des milliers à naviguer dans les mêmes espaces virtuels,
à consommer les mêmes discours, à nourrir les mêmes fantasmes. Alors l'histoire prend une dimension collective. Robinson est peut-être celui qu'on juge aujourd'hui, mais combien d'autres attendent en silence, prêts à agir? L'impact de ce crime ne s'est pas limité au tribunal. À l'extérieur, les universités ont renforcé leurs protocoles de sécurité. Le débat sur les limites de la liberté d'expression en ligne a été ravivé. Et le thème de la peine de mort est revenu au cœur des discussions politiques. Pour certains, l'exécuter serait la seule forme de justice. Pour d'autres, ce serait reproduire la logique de violence qu'il avait lui-même embrassée. Dans les communautés religieuses, l'affaire a aussi rouvert des blessures. Une famille qui incarnait des valeurs traditionnelles se retrouvait désormais au centre d'un drame qui contredisait tout ce qu'elle prônait. Le père, engagé depuis des années dans des fonctions liées à la loi, se retrouvait spectateur impuissant devant la justice. La mère, professionnelle du soin et de l'écoute, faisait face à l'effondrement de celui qu'elle avait élevé. Et chez beaucoup, une question résonnait de manière implacable. Jusqu'à quel point la famille aurait-elle pu voir les signes? Mais peut-être que le point le plus inquiétant ne réside pas dans ce que Robinson a fait, mais dans ce qu'il a dit lorsqu'il a fixé le juge dans les yeux. En admettant qu'il cherchait à être reconnu, qu'il voulait à tout prix être retenu par l'histoire, il a mis en lumière un dilemme qui dépasse la politique ou la violence, le besoin humain de ne pas être invisible. Dans un monde hyper connecté, où chaque clic, chaque publication semble déterminer la valeur d'une existence, jusqu'où sommes-nous en train de pousser des générations entières à aller pour se faire remarquer? Cette réflexion n'absout pas Robinson. Elle n'atténue pas la douleur qu'il a causée. Mais elle aide à comprendre pourquoi ce genre de tragédie se répète, avec des visages différents et des contextes nouveaux. La fragilité psychologique, l'isolement et la promesse de notoriété instantanée forment un cocktail explosif. Et ce cocktail, aujourd'hui, trouve du carburant en continu dans les réseaux sociaux et les forums extrémistes. Et c'est là que la sentence prend un sens hautement symbolique. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il vivra ou mourra, mais de ce que la société décidera de faire avec les leçons que ce procès nous a laissées. Sa mort sera-t-elle utilisée comme exemple dissuasif? Ou sa prison à perpétuité servira-t-elle à étudier et prévenir d'autres tragédies? D'une manière ou d'une autre, le procès de Caben Robinson a dépassé son propre cas. Il est devenu un miroir de notre époque. Au final, le tribunal n'était pas seulement le théâtre de la justice, mais aussi le reflet de la fragilité humaine face à la violence et à la radicalisation. Le jeune homme qui est entré menotté dans ce bâtiment ne reverra peut-être jamais le monde extérieur. Mais les questions qu'il a soulevées continuent de résonner bien au-delà des murs du tribunal. Tu penses que cette affaire était troublante? Regarde maintenant cette autre vidéo. Elle révèle un autre cas, encore plus dérangeant. Tu n'en ressortiras pas indemne. Clique, l'histoire ne fait que commencer.